Une démocratie qui va mal, très mal, une sécurité en passe d'être privatisée et une réconciliation qui relève d'une vue de l'esprit. Le Burkina Faso, selon Soumane Touré, c'est la catastrophe. Diagnostic dressé lors de la rentrée politique de son parti le 30 mars dernier, sur la base de quoi? Eh bien, l'ancien leader de la Confédération syndicale voltaïque et actuel secrétaire général du PITJ, le Parti de l'indépendance, du travail et de la justice, est dans le fauteuil blanc ce soir pour sa part de vérité. Bonsoir, M. Touré. Bonsoir, M. Aubert. Merci de répondre à notre invitation. C'est nous qui vous remercions de l'occasion que vous nous donnez de nous expliquer encore une fois de plus avec nos compatriotes, nos concitoyens. Alors, on y va donc. Vous le savez, depuis votre dernière sortie, dans le cadre de la rentrée politique de votre parti, pour certains, vous êtes le fou, vous êtes l'aigri, vous êtes le dépassé. C'est peut-être eux qui ne sont même pas à la hauteur de la situation, qui ne comprennent rien à la situation. En quoi nous sommes fous? Si j'étais fou, vous n'allez pas m'inviter sur votre plateau. Au risque que je renverse tout. Ben, aigri pourquoi? Je ne sais pas. Parce que vous êtes peut-être loin de la soupe. Je n'ai jamais voulu monter à la soupe et je n'ai jamais considéré le pouvoir comme une soupe, comme un sacerdoce, comme rendre service à son peuple, à son pays. Et en quoi je suis dépassé, comme je l'ai dit, les autres ne sont pas encore même à la hauteur de la situation. Et ce qui est grave, c'est que ceux même qui prétendent nous diriger aujourd'hui ne semblent pas avoir pris la mesure de la situation. Ils sont en train de s'amuser comme si Blaise était là, comme dans le temps, durant les 27 ans. Eux, ils s'amusent, ils ont leur clan, ils ont leur tiraillement, ils font leur petite malversation. Des fois, il y a du bruit, Blaise siffle la fin de la récréation, ils décident que c'est comme ça et ils s'alignent tous. Ils oublient que Blaise n'est plus là, que c'est eux qui l'ont fait partir et ils sont à sa place. Et il faut qu'ils dirigent le pays. Ils ne dirigent pas le pays. Le pays n'est pas dirigé? Oh là, loin de là. Vous avez parlé des problèmes de la démocratie qui va mal, les problèmes sécuritaires, les problèmes économiques, les problèmes sociaux, tout est là. Ce n'est pas nous, notre parti, qui le dit, ce sont les constats. Même au plan économique, où ils ont dit le PNDS, ils sont allés, ils ont trouvé de l'argent. Le spécialiste qui les a aidés à élaborer ça, qui a participé aux discussions à Paris avec eux, Rassalbga, il a dit que ça va mal, nous allons vers le précipice. Rien n'est au point, rien n'est mis en place pour arrêter les choses. Au plan social, je ne vous le dis pas, ce sont les grèves, c'est tout ce que vous voyez. Au plan sécuritaire, une bande de jeunes Sahéliens, ils sont arrivés jusqu'à Yalgo. Ils tuent. D'accord, on va revenir plus en détail, mais déjà, oui. La déclaration forte, c'était que vous appelez le président Roch Marc Christian Kaboré à se faire un coup d'État. Et pour beaucoup, ça relève du rêve. Pas du rêve. C'est pour cela qu'on vous fait tête de fou. Tel que nous l'avons expliqué, en 1974, la Deuxième République, le fonctionnement du pays, des institutions, tout était bloqué à la suite de la querelle entre Gérard Kango, Premier ministre, et Joseph Ouédraogo, président de l'Assemblée, alors qu'ils étaient tous du même parti. Lamizana, un matin, il a fait une déclaration. Il a dit qu'il dissout l'Assemblée, il dissout le gouvernement, il dissout tout. Mais il mettait fin à la Deuxième République. Nous disons à Roch d'avoir le courage, à la limite, de faire une déclaration, dissoudre tout ça, et de dire, faire son mea culpa vis-à-vis du peuple, et d'appeler le peuple là, souverain, à venir faire application de l'article 43. Ça revient à demander à Roch, en quelque sorte, de démissionner en reconnaissant les raisons pour lesquelles il démissionne. Blaise, comparé à démissionner, ce n'était pas un scandale? Pourquoi vous pensez que si on demande à Roch, tu ne peux pas, tu n'arrives pas, vous avez usurpé le pouvoir, mais vous n'arrivez pas à tenir, démissionne? Est-ce que ça relève de la folie ou bien de l'utopie ou de quelque chose? C'est une réalité. Blaise était arrivé à un point où il ne pouvait pas. Elle a dit qu'il démissionne. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans le même contexte, ce n'est pas du blocage. Le Premier ministre, devant les députés, a dit « tout va bien, ça avance, le pays avance ».
Quand bien même il y a des difficultés, mais le pays avance. Nous avons dit, ils ont pris les choses, ils n'avancent pas, ils sont bloqués et dans l'impasse. On a expliqué ça longuement hein, au cours de notre rentrée politique. Ils ne peuvent pas avancer, ils ne peuvent pas reculer, ils ne vont ni à droite ni à gauche. Ils ne peuvent pas décharger cette histoire qui demande au peuple de venir les décharger, c'est tout. Comme sur une pente raide. Ouh là, c'est pire que ça. On va vers le précipice. Et il ne faut pas minimiser ce qui est la situation du pays. Il ne faut pas la prendre à la légère. Pour vous, les autorités actuelles n'ont pas encore pris véritablement la pleine mesure de la situation? C'est une bande d'irresponsables. Permettez-moi l'expression, ils ne sont pas responsables, ils sont irresponsables. C'est assez fort ce que vous dites. Oui, tout va à volo, on va vers la catastrophe dans tous les domaines. Et elles sont là, ces fameuses autorités. Elles n'ont pas été, pour nous, établies légalement, conformément à la Constitution. Tout le mal est là-bas. Justement, vous dites qu'il faut retrouver une vie constitutionnelle normale au Burkina Faso. Pourquoi? Est-ce qu'on n'est pas dans une vie constitutionnelle normale? Non. Il y a eu des élections, il y a eu un président qui a été élu. Après, depuis la démission de Blaise, il n'y a plus eu une vie constitutionnelle normale. On est allé de coup d'État en coup d'État. Écoutez, regardez un peu ce qui se passe autour de nous. La succession de Houphouët-Boigny à son décès, cette tentative de succession non constitutionnelle a provoqué une situation dans le pays. Ensuite, on a voulu jouer avec la Constitution, manipuler des termes de la Constitution. Ça a amené l'ivoirité. Ensuite, la situation s'étant dégradée avec quelques coups d'État, on se retrouve à Marcoussis. On met la Constitution de côté et on essaie de trouver des formules pour gérer le pays. Ça fait une génération d'Ivoiriens nés dans la crise après le décès de Houphouët. La crise dure toujours et ce n'est pas demain la veille avec Gbagbo au TPI. Vous croyez que nous n'échappons pas à ces logiques-là? Ils ont profané le sacré. Le sacré, c'est la Constitution. La Constitution est sacrée. Et on n'explique pas suffisamment le caractère sacré de cette Constitution. La profanation, elle est où? De ne pas la respecter, de la bafouer. Est-ce que vous voyez comment la procédure d'élaboration de la Constitution, on a appelé toutes les composantes, toutes les autorités religieuses et coutumières ont envoyé leurs représentants. Commission constitutionnelle. L'évêque de Bobo y était. Ils adoptent quelque chose par consensus, les règles de vivre ensemble. On dit, c'est bon, quelles que soient nos religions, si on vit comme ça, c'est acceptable par tous. Ce projet est ainsi arrêté consensuellement par toutes les composantes religieuses, ethniques et autres, politiques, est soumis au gouvernement qui en fait un projet et qui le soumet à référendum. Les citoyens sont appelés aux urnes, à leur âme et conscience dans l'isoloir avec ce à quoi ils croient, s'ils sont d'accord pour ces règles de vie ou pas. Ils adoptent, ils disent qu'ils sont d'accord. Donc on décide qu'on vit tous comme ça. Et le jour où des gens se mettent à porter atteinte à... Vous êtes en train de profaner le sacré. C'est pourquoi les anciens, les Romains disaient « Vox populi, vox Dei ». Volonté du peuple, volonté de Dieu. Voix du peuple, voix de Dieu. Donc, depuis le départ de Blaise, la démission de Blaise, la Constitution dit, article 43, en cas de démission du président. On ne respecte plus rien. On met ça de côté. Il y a même des gens qui viennent qui disent qu'ils ont suspendu toute la... À l'époque, on vous dit il n'y a plus d'Assemblée nationale, donc on ne peut pas... Il y avait une assemblée. Ce n'est pas parce qu'on a mis le feu au bâtiment que l'Assemblée n'existe pas. Par la suite, on a bien trouvé une place pour loger leur CNT, non? Voilà. Et ce n'était même pas de l'Assemblée dont on avait besoin pour faire la transition. On nous disait... Le président du Sénat, mais en attendant la mise en place du Sénat, c'est le président de l'Assemblée. Mais comme ces putschistes-là, ils ont empêché la mise en place du Sénat. Le non au Sénat était une atteinte à la Constitution parce que le Sénat était dans la Constitution, inscrit dans la Constitution. Et compte tenu de la situation de l'époque, des hommes intelligents qui veulent le bien de ce pays-là auraient dû, et c'est ce que nous disions à l'époque, mettez rapidement ce Sénat en place. Sinon, vous ouvrez un boulevard aux putschistes.
On l'a dit devant toute la classe politique avec Luc Adolphe Thiaw et devant tout son gouvernement. On l'a répété. On est même venu en débat ici, sur votre plateau. Donc, l'Assemblée de transition qui devait être le Sénat, puisque son mandat déborde les 2 mandats présidentiels et des législatifs, le président du Sénat qui devait être là, le mécanisme de dévolution démocratique du pouvoir en cas de démission du président, bon, on dit en attendant la mise en place du Sénat, c'est le président de l'Assemblée. C'est ça. On se trouve dans la situation, on ne met pas le président de l'Assemblée, il a 5 vice-présidents. On ne met aucun. Mieux, on met tout ça de côté. Est-ce que ça ne va pas poser un problème de légitimité à partir du moment où le personnel, les parlementaires de cette Assemblée, effectivement, ont été remis en cause, et qui étaient à la base? C'est pourquoi on vous dit que si on avait voulu faire les choses correctement, conformément à l'esprit de la Constitution, Zéphirin Diabré devait être le président de la transition. Il était à l'Assemblée, il avait un vice-président à l'Assemblée, il a conduit le mouvement de protestation, même si je conteste certains des aspects, mais c'est lui qui a conduit jusqu'au bout, jusqu'à la démission de Blaise. Installez-le. On avait besoin d'un homme de base, comme on le dit dans l'armée, pour organiser le tout autour. Et au lieu de fabriquer des CNT, il fallait avoir le courage. Le Sénat, il était dans la Constitution. Et la mise du Sénat avait commencé, puisqu'on avait élu au niveau régional les sénateurs. Le Sénat avait été combattu à l'époque. Ça, c'est ceux qui ont combattu. Ils ont eu une jugé budgétivore. Ils ont eu une attitude anticonstitutionnelle. Ce n'est pas parce que des gens sont sortis brailler dans la rue que ça change le contenu de la Constitution. Alors le vrai débat, il est là. Aujourd'hui, il y a une Constitution qui, à votre avis, n'a pas été respectée à l'époque. Oui. Et c'est peut-être la source aussi de nos problèmes aujourd'hui. C'est la source de nos problèmes. Il y a qu'aujourd'hui, on est en train de passer à une 5e République, on est en train de préparer une nouvelle Constitution. Et pour vous, ça, c'est de la distraction. C'est de la manipulation et vous ne devez pas l'accepter. Vous ne pouvez pas, si vous êtes conséquent, si vous êtes juste, refuser que Blaise touche à un article de la Constitution et permettre que des gens viennent qui manipulent toute la Constitution. Je rappelle que si Blaise a été obligé de rétablir l'article 37 dans sa formulation première, l'argument du Collège des sages, qui est un argument de droit constitutionnel, c'est qu'aucune assemblée dérivée ne peut modifier la volonté première du constituant, qui était la limitation des mandats à 2. Blaise avait pourtant la majorité à l'Assemblée, majorité ceci, il y a eu des élections, il y a eu tout ça. Mais cette majorité-là ne lui donnait pas le droit, avec sa majorité, de modifier encore l'article 37. C'est ça la vérité. Donc que des gens prétendent aujourd'hui qu'ils ont été aux élections, qu'ils ont fait quoi? Ils ont une majorité. Cette volonté de modifier la Constitution a été exprimée bien avant qu'il y ait des élections. Ici, on est en train de passer à une nouvelle Constitution. Non, il n'y a pas de nouvelle Constitution. La preuve, vous les avez entendu, les débats là-dessus. Ils avaient parlé de régime parlementaire, nous n'y sommes pas. Ils disent, bon, on va approfondir tel point, on va faire ceci, on va ajouter cela. Non, de grâce. Quelque chose qui est sacré, on ne manipule pas ça comme ça. Vous ne pouvez pas permettre à une bande d'aventuriers de venir nous faire courir des risques, des catastrophes pour le pays. Je répète et je le dis. Dans vos discussions, mes concitoyens peuvent reprendre ça. Dans aucun pays où des gens ont manipulé la Constitution, ces gens-là ne sont restés indemnes. Ils ont tous été humiliés. C'est du sacré. Ils ont été humiliés. Et ils ont attiré souvent des malheurs sur leur peuple. Tenez, quand nous nous disons l'armée n'a qu'à balayer tout ça et rétablir la situation, c'est parce que c'est l'armée qui est à la base. Et mais l'exemple que nous allons... c'est anticonstitutionnel. Attendez, ce que nous disons, demandons à l'armée de faire, c'est les malheurs dont l'armée et les forces de défense de sécurité du Niger ont sauvé le Niger avec les tentatives de Tandja. Il a modifié, il a fait une nouvelle constitution qu'il a soumise à référendum. Il a élu une assemblée, il a élu des conseils municipaux. Mais à la fin de son mandat normal, l'armée l'a balayé. Le Niger a pu reprendre sa route calmement. Il est temps que nous nous ressaisissions, sinon ça va être la catastrophe. Pourquoi vous voulez que j'accepte alors que nous étions tous engagés à respecter cette constitution? Roch Marc Christian Kaboré, prétendant avoir été élu,
il prête serment. Le jour de sa prestation de serment, il dit « Je jure de préserver la Constitution, de la respecter et de la faire respecter ». 10 minutes après, il va dans son discours, il dit qu'au bout de 6 mois, il va passer à une 5e république. Donc, il va jeter cette Constitution par-dessus bord. Et par la voie réglementaire, la voie autorisée à la Constitution. Ils n'ont pas le droit. Il y a des gens qui se sont laissés entraîner, qui ont été mouillés, qui ont été compromis depuis la démission de Blaise. Ils sont mal à l'aise. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit foncer tête baissée toujours dans des erreurs graves comme ça qui conduisent le pays à la catastrophe. Écoutez, ces histoires en Côte d'Ivoire, ça a fait comme ça. Et puis finalement, il y a eu une rébellion. Parce que des gens ne voulaient pas respecter la Constitution. Parce qu'on voulait exclure certains citoyens. Des gens ont pris des armes. C'est pourquoi nous pensons encore que la meilleure solution, c'est que dans la cohésion, nos forces de défense et de sécurité retrouvent leur cohésion pour dire on a commis une erreur, on répare. Et les choses repartent, surtout qu'on a ces problèmes sécuritaires. Voilà. Sinon, comme on l'a dit, l'armée en voie de privatisation et d'éclatement en milice privée. Pourquoi vous dites ça? Mais parce que les faits de corruption au sein des armées, on ne dit plus notre armée. Ceux qui sont au pouvoir, qui ont usurpé le pouvoir, ils ne disent pas notre armée, nos forces de défense de sécurité. Mais mes hommes, mes éléments dedans, moi j'ai tant de personnes dedans, moi j'ai tant de personnes avec moi. Pourquoi faire? C'est une affaire privée. C'est une affaire nationale. L'armée, elle est nationale. Les forces de défense de sécurité sont nationales pour assurer la sécurité de nos frontières, la sécurité à l'intérieur du pays. Quelqu'un n'a pas besoin de se créer une milice privée par la corruption. Ce n'est pas le cas. C'est le cas. Nous y sommes en plein. Le lieutenant-colonel Gida s'est démêlé avec le RSP. Vous n'avez pas suivi, tout le monde disait il faut dissoudre le RSP. Mais le RSP, jusqu'à ce qu'il fasse son coup d'État, son problème, c'était que Gida était rentré dans l'armée et l'avait divisé. Il y avait la corruption à plein. Et de l'extérieur, il continue. Aujourd'hui, les Salif Diallo, ils continuent de corrompre des militaires. Chacun veut avoir ses militaires avec lui. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ce sont des affirmations que vous faites sans preuve. Oui, d'accord. Ils sont là, ils ont le droit, ils n'ont qu'à m'attraire en justice tout ce qu'ils veulent. J'apporterai mes preuves. Vous avez des preuves? Oui. D'accord. Ok. Alors, et dites-vous, je ne sais pas de la folie ou de quoi. J'ai été candidat à la présidentielle, j'aurais été chef suprême des armées. J'aurais pu l'être. Qu'est-ce que vous me demandez de faire pour la sécurité du pays et tout le reste? Quand maintenant, parce que je n'ai pas été élu, ça ne veut pas dire que je ne réfléchis pas aux problèmes de sécurité de mon pays. Je réfléchis dans tous les domaines. Et ceux qui sont là, s'ils ne font pas ce qu'il faut faire, la Constitution dit que j'ai le droit de participer à la gestion des affaires du pays. La charte des partis politiques dit que j'ai le droit de me prononcer pour les problèmes importants du pays. Ce n'est pas important, ça, les problèmes de sécurité. Vous semblez être accroché à l'honneur des gens, beaucoup plus qu'aux problèmes de sécurité et de l'avenir du pays, là, vous. Ce n'est pas une affaire d'individu. Et pour vous, aujourd'hui, cette armée-là, il n'y a pas de cohésion à l'interne? Nous l'avons écrit, c'est pourquoi on a été interpellés. On avait demandé à l'époque au chef d'état-major général des armées, général Zagré, de rappeler vite tous ces militaires à la caserne. Et quand nous disions ça, nous avions expliqué. On nous a interpellés à la gendarmerie pour dire incitation à la rébellion. Quelle rébellion? Nous, on demande aux gens de respecter la Constitution, les lois et règlements de la République et ceux de l'armée. C'est nous qui devenons les hors-la-loi que vous voulez enfermer. C'est le monde à l'envers. Alors aujourd'hui, vous parlez de sécurité, effectivement. Oui. On voit que ces derniers temps, oui, il y a des espoirs. Il y a eu un succès récemment dans la lutte contre le terrorisme. Ce n'est pas un succès passager. Vous voyez, ces problèmes de sécurité, nous avons commencé à en parler publiquement depuis 2005. Lorsqu'au 45, j'étais candidat à la présidentielle. Aux 45 minutes de candidat animé par Ali Comporé, ils ont posé le problème de sécurité. Comme si c'était l'affaire de banditisme, de coupeur de route. Je dis non, le problème est plus sérieux que ça. Depuis 25 ans, nos armées braquent nos populations. C'est ça a été leur rôle. Chaque régime qui est venu à partir du CMRP ne s'est occupé que de sa sécurité, mais ne s'est pas occupé de la sécurité du pays et du peuple.
il a fallu qu'il y ait l'affaire au Mali pour que tous nos chefs d'État, avec leurs états-majors, se réunissent pour reconnaître qu'effectivement, nos armées ne sont pas à la hauteur, n'ont pas été formées, n'ont pas été équipées pour lutter pour la sécurité de nos pays. Mais en fait, c'est une évidence. L'insécurité, elle est là. Et notre armée n'est pas en mesure de faire face. Les premières attaques, les choses qu'il y a eu, on a dit, ah, il manque d'équipement entre nous. Nous étions les spécialistes. Notre président Blaise Compaoré était le médiateur attitré. Il est militaire. Vous voyez ce qui explique le coup d'État au Mali, de Sanogo. Comment vous voulez qu'un général qui a été président pendant 10 ans, qu'il ait une situation sécuritaire, c'est la débandade, l'armée en déroute, on va le voir, il dit qu'il n'a pas de solution. Vous voulez que ces militaires la fassent quoi? Ils l'ont débarqué à 3 mois de l'élection présidentielle, je précise bien. Les militaires peuvent avoir leur vraie raison de faire un coup d'État aujourd'hui qui n'est pas lié à vos affaires politiques. C'est l'humiliation pour eux. C'est eux qui meurent. Et regardez les enfants qu'on a massacrés au nord. Vous croyez que les militaires au sein des forces armées s'est passé par perte de profit et que leurs camarades d'armes n'ont rien ressenti? Voilà. Aujourd'hui, le gouvernement, notamment à travers le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, on semble résolument engagé à apporter les moyens et la formation nécessaire pour permettre effectivement à nos forces de défense et de sécurité d'assurer la sécurité. Vous voyez ces gens-là, je ne sais pas ce que je vais dire. Par rapport à leurs concurrents lors de la présidentielle, leur argument majeur était qu'ils avaient géré ce pays-là pendant 27 ans, qu'eux, ils sont prêts et qu'au quart de tout, non, ils prennent les choses en main. Ces gars qui ont tâtonné, qui ont montré leurs insuffisances, leurs limites. Moi, j'ai dit, je m'en fiche pas mal des individus. C'est un problème, l'intérêt général, un problème de sécurité pour tout le pays et pour tout le peuple. On ne peut pas laisser ça à des plaisantins. Le haut commandement militaire dans un état de droit démocratique, il est civil. Président, chef suprême des armées, le ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité. Avouez que ces hommes-là n'ont pas le profil de l'emploi. Ils n'ont pas le profil de l'emploi. Vous voulez qu'on remette des militaires à ces postes? Non, ne me faites pas dire. Je vous ai dit que c'est civil. Il faut des hommes et il faut qu'on arrive démocratiquement à élire des gens et à nommer à des postes de responsabilité des gens qui en ont l'intégrité, la compétence, le caractère, l'énergie nécessaire pour faire. Une armée, les forces de défense et de sécurité, par excellence, ont besoin d'être commandées. Et commandées par des hommes intègres, des hommes qu'eux-mêmes ils admirent, des hommes pour lesquels, pour les ordres desquels ils sont prêts même à donner, à faire le sacrifice de leur vie. Vous croyez que ce sont ces hommes-là comme ça? Ces hommes, on les trouve où? Dans le pays. Ils sont là dans le pays. On fait des nominations de complaisance aux différents postes de commandement. Les militaires savent, ils ont leur logique, ils ont leurs règles, ils ont les niveaux de formation pour occuper certains postes de responsabilité. Vous dites là, c'est Zida qui a commencé toute cette histoire, ce farfelu-là. Il finit par se bombarder général et il fuit le pays. Voilà. Est-ce que vous pouvez nommer un infirmier médecin? Ça correspond à des niveaux de formation et tout, de responsabilité. Pourtant, des actes, il y a des infirmiers qui le posent très bien à force de suivre les médecins. Mais ça ne fait pas de lui un médecin. Il y a des compétences dans notre armée qu'on a mises de côté parce que ce n'est pas leurs hommes. Non, nous voulons dans notre armée, on les a formés et ça a souvent été très coûteux, mais on les met au garage. C'est comme dans l'administration publique. Des gens sont formés et tout, mais on les met au garage parce que ce n'est pas les militants, ce n'est pas nos hommes. Parlons de la justice, parce que l'un ne va pas forcément sans l'autre. Oui. On estime que c'est d'ailleurs la condition sine qua non pour aller à la réconciliation nationale, la justice d'abord. Oui. On voit que depuis quelque temps, il y a des procès qui se tiennent, notamment au niveau de la justice militaire, mais on peut dire aussi qu'à ce niveau, les choses évoluent quand même. Bon, pas très bien, pas très vite. Pas très bien, pas très vite. Et la justice, on a beau crier qu'elle est indépendante, hein, elle n'est pas indépendante. Elle est toujours aux ordres. Pourquoi?
les hommes même qui sont les magistrats et tous ceux qui sont à la justice, il ne s'agit pas de dire que tu es indépendant pour qu'ils soient indépendants. L'indépendance, là, c'est dans la tête. C'est un sens de responsabilité. Mais ça a eu de prendre leur indépendance. Vous ils en sont la loi leur donne cette indépendance. Ils sont nommés à des postes, c'est par complaisance qu'on les nomme. Oui. Mais maintenant, voilà, ils vont se retrouver avec le peuple contre eux, parce que non seulement on a dit qu'ils sont indépendants, mais en plus, ce sont les fonctionnaires les mieux payés du pays, et ils ne font pas leur boulot. Ils n'osent pas dire que ce sont les gens qui les ont mis là, qui mettent les pieds sur les dossiers, ou bien qui les sortent de façon sélective. Au moins, on a vu la procureure sortir protester, parce que quand vous avez reproché qu'elle était là, machin, elle a dit non, au moment où moi j'ai apprêté mon dossier et que je voulais interpeller Jida, c'est à ce moment que le président lui a donné une autorisation pour sortir du pays. Il y avait quoi? Pour aller voir sa famille? Il y avait quelle urgence, quelle nécessité? C'est le même moment aussi où, après les audits, on a envoyé les rapports à Jida qui devait réagir. C'est pourquoi nous disons que le président a aidé Jida à s'évader, parce que s'il allait répondre à la procureure ou s'il réagissait au rapport, les procédures judiciaires étaient ainsi engagées. Donc, il a aidé à s'évader, en lui donnant une autorisation. Il a aidé à s'échapper, à échapper à la justice. Vous voyez des cas, quand je dis qu'ils sont aux ordres, on les piétine, on piétine les choses, il faut avoir le courage de se révolter. Il y a une dame qui s'est exprimée, un magistrat, un procureur, qui l'a dit. Il y a notamment la Haute Cour de justice qui s'apprête également à rendre des jugements par rapport au dernier gouvernement de Blaise Compaoré. On attend de voir. Mais moi, je trouve que c'est un non-événement, ça. Vous voulez juger des gens, dernier gouvernement de Blaise, parce qu'ils ont formulé l'intention et ils ont pris l'acte de modifier l'article 37 qu'ils vont aller soumettre à l'Assemblée. Tant que ça, là, ce n'est pas fait, rejeté ou accepté, les faits constitutifs de cette infraction d'atteinte à la Constitution qu'ils veulent leur reprocher ne tiennent pas, les éléments constitutifs ne sont pas là. Ce serait les juger sur leurs intentions. On a voulu, oui, on a fait, mais vous avez empêché la session de l'Assemblée, ça n'a pas eu lieu. Mais par contre, vous, dès que vous nous avez dispersé l'Assemblée, le Blaise a démissionné, vous avez commencé des coups d'État, à violer la Constitution, à faire ceci, à la suspendre, à la mettre de côté, à rédiger vos chartes, à fabriquer des fausses assemblées que vous appelez CNT, ainsi de suite. Au point que Marc Christian lui-même a déclaré que sous la transition, rien ne s'est passé conformément à la Constitution. Il parlait de la gestion de Jida. Mais il oublie que c'est sous la transition aussi que son élection a eu lieu, si elle n'a pas été conforme à la Constitution. Et là, lui aussi, ce n'est pas valable. C'est illégal, illégitime. C'est pourquoi vous parlez de retour à l'ordre constitutionnel. Nous, on l'avait dit, tout le monde nous traitait encore de fous. Mais quand le tribunal militaire qui doit juger le général Djendjéré et les éléments du respect pour leur coup d'État manqué, ils avaient dit au début atteinte à la sûreté de l'État, ainsi de suite, séquestration, tout le reste. Bon, voilà. Mais entre-temps, vous les avez vus requalifier les choses en abandonnant l'atteinte à la sûreté de l'État. Ça ne pouvait pas être démontré contre les Djendjéré et ces éléments du RSP. Tout simplement parce que l'atteinte à la sûreté de l'État, c'est de prendre les armes contre des autorités légalement établies de la République. Et ce n'était pas le cas. Alors, Michel et lieutenant-colonel Jida, tout le reste, Kassoum installé au conseil... Chérif Si, tout ça, c'était illégal. C'était des usurpations de titres et de fonctions. Comment Michel va être président du Faso? On dit dans la Constitution où tu es élu, ou alors il aurait dû être président du Sénat, ou président de l'Assemblée, pour qu'en cas de vacances de Blaise, lui, le remplace. On était dans une situation exceptionnelle. Il n'y avait pas de situation exceptionnelle. Ne nous dramatisons pas les choses. Si vous aviez gardé la tête froide, si ils ne voulaient pas faire leur putsch et tout ce qui s'ensuit, leur usurpation du pouvoir, on avait le temps de réfléchir. Et Adema est mort brutalement. Oui. Et puis, vacances du pouvoir. Son président de l'Assemblée était dehors.
Je vous le concède, les autres n'en voulaient pas pour la transition, ils l'ont bloqué à la frontière. Mais ils ont pris le premier vice-président, ils l'ont installé et puis ils ont organisé leur affaire. C'est conforme à la Constitution. Pourquoi vous ne vouliez pas? Parce qu'on ne veut pas l'ancienne assemblée. On ne vous a même pas dit de prendre l'ancienne assemblée, un seul homme. Et je vous ai dit que dans ce cas-là, Zéphirin aurait bien fait, dans l'esprit de la Constitution, un bon président de transition. C'est parce qu'on n'a pas voulu. C'est pourquoi j'ai dit que le colonel et le général Traoré, qui a été le premier à dire qu'il prenait le pouvoir, il s'est mal exprimé. Si c'était exprimé en disant l'armée, les forces de défense de sécurité, on prend les affaires à main pour sécuriser le pays, sécuriser les populations, sécuriser les institutions de la République et permettre l'application de l'article 43. Ce n'était pas un coup d'État. Ils jouent leur rôle de sécurisation du pays, de ses institutions et de ses hommes. Et il invite le peuple à venir faire application de l'article 43. Il n'avait pas besoin de se mêler de ça. D'accord. Maintenant que tout est fait, il faut avancer, Vous avancez dans l'erreur, vous avancez dans la bêtise, vous avancez dans la catastrophe. Je vous ai dit, attention, vous croyez que c'est quelque chose qui va passer, que ça va être admis et que ça va être bon. Même Dieu ne veut pas ça. Et regardez en Côte d'Ivoire, je vous ai dit, au fond il est décédé quand 93. Ça dure jusqu'à présent et ce n'est pas près de finir. Alassane va finir son dernier mandat là, sans avoir fait la réconciliation. Pourtant, on a injecté des milliards, des milliers, des milliards de francs en Côte d'Ivoire. Il était bien dans les milieux financiers, on lui faisait confiance, ça c'est venu. Mais ça ne résout pas le problème politique. Est-ce que vous voyez? C'est politique, politique, politique d'abord. Ah d'accord. Parlons de problème politique, puisque vous parlez de réconciliation. Et pour vous, la réconciliation, elle sera vaine. C'est qui veut se réconcilier là-même? Il faut nous dire là. Parce qu'effectivement, il y a eu des expériences, des tentatives de réconciliation nationale qui ont toutes échoué. Celle qui semblait avoir réussi, qui était la journée du pardon, mais les gens n'ont même pas tenu leurs engagements. Et c'est ça toujours par rapport à la Constitution. Comment vous voulez traiter avec des hommes qui ne sont pas des hommes de parole, qui ne peuvent pas tenir leurs engagements? Même quand on réunit le collège des sages, toutes les autorités religieuses écoutent, tout ce qui est sage dans le pays, qui vous fait des recommandations et que vous n'êtes incapable d'appliquer ça. C'est ça là? Je ne crois pas. Et j'ai dit, c'est pourquoi j'ai dit, ce n'est pas le peuple, ce n'est pas un parti qui a pris des armes, qui a fait, il n'y a pas eu de guerre civile, il n'y a rien. Les populations ne sont pas déchirées entre elles. Du coup, finalement, il y a des politiciens. Quel est le fondement de cette réconciliation? C'est des politiciens qui sont tous des criminels. Et je pèse toujours mes mots. Et c'est toujours en rapport avec la Constitution, les lois et règlements de la République que nous parlons. La Constitution, à son article 166, dit que l'atteinte à la Constitution, la trahison, sont les deux crimes les plus graves à l'encontre du peuple. Quiconque donc a violé la Constitution, a manipulé la Constitution, a fait quoi que ce soit à la Constitution, c'est un criminel. C'est pourquoi j'ai fini par dire que Juffiret était le chef de file des criminels. Parce que lui, il aurait risqué de dire non, respectons la Constitution. Il ne l'a pas fait. Et dans cette affaire, il était le dindon de la farce jusqu'au bout. Alors que je le voyais président de la transition. Vous voyez? Ah non, non, lui, son avenir politique est derrière lui. Donc, des gens qui s'élèvent, ils ont commis des crimes politiques, atteinte à la Constitution, des crimes économiques, des crimes de sang, depuis qu'ils se sont accumulés, et même l'insurrection en a fait. Celui qui était le héros de l'insurrection en a fait lui-même, Zida. Et on dit on va se réconcilier. C'est pourquoi nous avons dit dernièrement, nous ne voulons nous réconcilier avec aucun criminel. Si c'est ça leur réconciliation là, ça n'aura pas lieu, ça ne pourra pas avoir lieu. Parce qu'on ne peut pas passer par perte et profit, tout ça là, pour dire bon, on n'a qu'à avancer. Avancer vers quoi et où? Le peuple réclame la vérité. Le peuple veut la justice. Si tu le lui donnes, tout devient normal. On en fait un problème que parce qu'il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont mouillés dans ces affaires-là, tous réunis, ils sont combien de milliers? Par rapport aux 17 millions que nous sommes à l'intérieur, et on dit qu'on est autant à l'extérieur. 34 millions de Burkinabés. Vous croyez que moi j'ai le droit
de dire oui, je vais me réconcilier, on n'a qu'à laisser tomber tout ça. Mais les parents des victimes ou les victimes Alors vous êtes donc pour cette démarche vont nous demander vérité, justice et réconciliation. Qu'est-ce que nous vous avons fait pour que vous ne voulez même pas reconnaître notre droit à la vérité et à la justice. L'argent qu'ils ont volé par milliards là, ça ne m'appartient pas. De quel droit je vais dire au peuple, non, il faut laisser tout ça, blanchir tout ça pour eux, ils peuvent vivre avec, mais continuons. Vous voyez, au plan politique, je suis en train de vous dire que ça ne va pas, c'est pourquoi nous crions. Alors récemment, la CODER était du côté d'Abidjan pour rencontrer l'ancien président Blaise Compaoré. Dans ce sens, est-ce que vous pensez que cette démarche-là pourrait effectivement permettre d'aboutir à la réconciliation? Ils ont rencontré Michel Kafando, ils ont rencontré Jean-Baptiste Ouédraogo, ils espèrent même rencontrer Yacouba Isaac Zida. Ouais. Ils rencontrent tous des gens qui ont commis des crimes d'atteinte à la Constitution. Au moins ça. Et tu veux que cette réconciliation, nous sommes là, en tout cas, nous ne voulons pas nous réconcilier avec eux. Parce que c'est se réconcilier sur la base des crimes, la base de l'unité nationale. C'est la vérité, la justice. Si vous donnez ça aux gens, et si chacun croit que dans ce pays-là, effectivement, tout va se passer normalement, ben, on est réconcilié. C'est pourquoi nous disons c'est réconcilier avec sa constitution. C'est le peuple qui doit se réconcilier avec sa constitution, renouer avec une vie constitutionnelle normale. Avec vous, le débat tourne autour de la constitution. Mais si ce n'est pas la constitution notre référence, je vous rappelle que nous sommes déclarés à l'administration comme parti marxiste-léniniste. Nous n'excluons aucune forme de lutte. Mais nous avons choisi, par conviction, d'être des démocrates. Des républicains. Des républicains. Et ce qui fait que nous acceptons, même quand il y a les fraudes qu'on proteste et autres, c'est parce que c'est la démocratie qu'on construit ensemble. Nous ne cherchons pas à accaparer le pouvoir. Nous luttons depuis la création de notre parti en 1963 pour construire la démocratie. Est-ce que vous voyez la différence est là? Si bien que nous n'acceptons jamais, quel que soit le régime qui se sont succédés depuis 1963, là, on n'a jamais accepté ou les atteintes à la Constitution ou les atteintes aux libertés individuelles et collectives. Alors, pourquoi vous voulez qu'on l'accepte de la part de ceci? Quel est finalement le mal de ce régime? Est-ce la démocratie? C'est quoi le problème aujourd'hui, le mal de ce régime-là? Vous minimisez la question politique. Si les choses ne se passent pas politiquement de façon correcte, selon ce que tout le monde a convenu, pourquoi vous voulez que j'accepte des crapules? Parce qu'ils sont plus malins, parce qu'ils sont plus traîtres, parce qu'ils sont... Tout ce qui est négatif, ils sont plus ça. Et nous qui voulons respecter les choses, hommes de parole, hommes corrects et autres là, nous devons les subir. On ne va pas les subir et le peuple ne va pas les subir. Et je vous donne toujours un exemple, l'exemple de la Côte d'Ivoire. Ça peut prendre du temps. Blaise est resté au pouvoir le temps d'une génération. Ah, les enfants, là où ils sont là aujourd'hui, c'est eux qui l'ont chassé. Même De Gaulle, qui est le père de cette constitution-là, pour avoir porté atteinte à la constitution de la Troisième République en France, la constitution de 1946, il a terminé dans l'humiliation. Hein. Tout ce qui touche à ça, il termine dans l'humiliation. Et si vous avez l'achat qui n'apporte pas des malheurs au pays, parce que des divisions. Alors je voyais Blaise sortir une phrase, que ce n'est avec les gars du CODER, que ce n'est pas avec un peuple déchiré qu'on peut arriver à quelque chose. Voilà, c'est ça la situation qu'on crée. On ne fait que fractionner tout, diviser, éclater la nation. Les bases de la nation, c'est ça. C'est la Constitution. Si vous ne vous référez pas à ça, vous me laissez, je ne parlerai plus. Je dirais que je ne suis pas démocrate, je ne suis pas républicain. Je vais prendre mon maquis et je prends le pouvoir. Ce sont des voix aussi, non? Vous voyez? Donc c'est très dangereux de minimiser cette question de respect de la Constitution. Si on la respecte, c'est la garantie de la paix, qu'on avance pacifiquement, que tout se fait pacifiquement. Et quand nous nous proposons toujours une solution, même à cette situation-là, nous cherchons la plus pacifique possible. Alors qu'il sort, il démissionne. Et puis, il dit, donc, on ne peut plus.
Mais il a 5 ans, enfin, le peuple l'a élu pour 5 ans. C'est quel peuple là? Les élections frauduleuses et machin qu'il y a eu là? Vous n'avez aucune preuve. Tout le monde a félicité ces élections. Qui a félicité? On a vu toute la communauté Figurez-vous que internationale. même la communauté internationale est venue violer chez nous les instruments internationaux qu'on a ratifiés. CEDEAO, quoi. Ils sont venus. Leurs textes là disent des choses auxquelles nous avons souscrit. Ils viennent là, ils ne tiennent pas compte de tout ça. Alors c'est là des individus, non, on va arranger pour un tel, on va remettre ça comme... Non. Tous les observateurs ont admis que ce sont des élections transparentes. On sait ce que c'est que les observateurs, dont on les dénonçait depuis longtemps. Des gars qui viennent là pour 1 semaine, 2 semaines, c'est eux qui peuvent observer des élections correctement, alors que l'élection commence depuis l'inscription sur les listes électorales. Et le fait qu'on a informatisé ce que vous dites là, on a centralisé tous ces éléments-là qui facilitent extrêmement toutes les manipulations. Et moi, j'ai dit que Salif Diallo a payé des gens qui étaient au Niger pour manipuler. Son coup KO là, c'était payé. Ils sont venus lui réclamer l'argent. Vous êtes journaliste? Bon, peut-être. Mais moi, je suis un politique. Et un vieux politique. Et je suis les choses. Et pourquoi quand nous parlons là, vous plaignez que nous insultons? Nous qualifions les gens à la base de la Constitution, des lois et des règlements de la République. Pourquoi depuis personne ne réagit? Pourquoi personne ne nous attrape en justice pour nous dire nous mentons, nous disons ceci, cela? On attend que ça pour ouvrir les procès politiques, nous. C'est une façon de réclamer ça. Vous voulez la vérité? On nous donne l'occasion de dire la vérité. Bon, moi, je ne parle pas de tous ces gens qui, sur les réseaux sociaux, partout, il y a des enfants pour lesquels, si vous leur donnez quelques billets de 1000 francs, ils vont insulter leur propre mère sur les réseaux sociaux. Tellement la misère est grande dans le pays. Ils exploitent ça. Ça, c'est critique, c'est machin, ça me dit, ces injures, ça me dit absolument rien. Mais je retiens que eux, jusqu'à présent, personne n'a parlé. Ça a été comme ça durant les 27 ans du régime de Blaise. On écrivait dans la presse et autres et tout ce qui s'ensuit. Personne n'a jamais réagi. Aujourd'hui, depuis la démission de Blaise, nous faisons la même chose. Et personne ne nous a contredit. Qui ne dit mot consent. Alors, mais le pays doit avancer et on ne va pas continuer à remuer le couteau dans la plaie. Vous ne pouvez pas avancer sur de mauvaises bases. Vous ne pouvez pas avancer dans des sables mouvants. Il faut du solide, il faut du ferme, il faut que ce soit transparent, il faut que ce soit très clair. Et ça, ce n'est que le respect de la Constitution, le respect des lois et règlements de la République. Mais avec la Commission constitutionnelle qui travaille sur cet avant-projet de loi, bientôt la question de la Constitution sera réglée. Non, personne, non. Il n'y avait pas de problème avec la Constitution. C'est Blaise qui avait un problème avec la Constitution. Il avait un problème avec on disait que c'était une Constitution taillée sur mesure. Non, ce n'est pas taillé sur mesure, ce n'est pas pour Blaise. Ce n'est pas Blaise qui a taillé ça. C'est après le discours de la boule, là. Nous, on s'est réunis dans les commissions constitutionnelles, mais la France a fini par refiler à tous les pays francophones, là, la même constitution frelatée de 1958. Bon, peut-être que Blaise était à l'aise dedans, militaire et tout. C'est une constitution bonapartiste, de Napoléon Bonaparte. Dans les textes, la constitution, tout est garanti, tout là. C'est quand on dit là, un décret viendra ou une loi viendra préciser, c'est dans ça là maintenant qu'ils vident tout et tout le reste. Ils font leur manipulation. Voilà. Donc, écoutez, il faut que vous soyez honnête et que tout le monde soit honnête et juste. Ce qui a provoqué le départ de Blaise, il a voulu toucher à cette constitution, manipuler, modifier l'article 37, et tout le monde s'est dressé pour dire respect de la constitution. Personne n'a demandé une nouvelle constitution. Vous voyez, à propos de nouvelle constitution de 5e République, nous avons été les premiers en 2008 à parler d'une 5e République. À l'occasion de l'anniversaire du cinquantenaire de la Constitution de 58, nous disons que pour une fois dans notre pays, qu'on avait une expérience assez longue, de près de 20 ans de vie constitutionnelle, est-ce qu'il n'était pas temps qu'on s'arrête, qu'on réfléchisse, qu'on se donne une constitution en fonction de nos réalités et des objectifs que nous visons? Mais c'est ce qui est en train d'être fait. Non. Il ne faut pas me faire dire là. C'est qu'ils ne m'ont pas demandé mon avis, je ne leur ai rien demandé. Et ils en sont incapables.
Nous nous avons dit, à l'époque, Roch était président du CDP, les Salifs, tout le monde, ils étaient au CDP. Et ils ont demandé une 5e République, pourquoi faire? Et Mamadou Ouédraogo Sawadogo avait écrit dans l'appel, ouais, une 5e République, pourquoi faire? Vous voyez des tarés comme ça? Ce n'est que quand, en France, Hollande a réuni tous les politiques depuis 1958 qui vivaient encore pour réfléchir sur leur constitution de 1958 qui a cours depuis 1958, que ces prétendus intellectuels, juristes, constitutionnalistes et autres là ont compris qu'il faut réfléchir. Vous voyez, tous nos intellectuels, notre élite, ce qui est dommage là, ce sont des ânes qui portent des livres. Est-ce que vous voyez? Oui, ils ont ces livres-là, mais ils n'ont jamais réfléchi. Tous les Ibriga, les Loada, tout ce beau monde-là qui vous parle. Ils n'ont jamais milité dans un parti, ils n'ont jamais lutté pour une liberté dans ce pays-là. Ils ne savent pas ce que c'est. La Constitution n'est pas une fabrication purement théorique, académique, technique. Non. C'est la vie. C'est la politique, l'évolution politique du pays et du peuple. C'est lui qui se donne ça. Donc nous, on est invités en 2008, on va réfléchir, on va voir si, ça là, on nous a donné ça rapidement comme ça, on n'était pas, il y avait des choses qui n'allaient pas. Si on ne va pas réfléchir, se donner vraiment une constitution à nous et passer à une 5e République. On nous a dit que pourquoi faire? Maintenant, c'est eux. Il ne faut pas me dire que c'est ça là qu'ils sont en train de me donner satisfaction. Hein. Là, nous ne sommes pas d'accord. Là, il y a eu un beau monde qui a été réuni autour de cette question, venant de toutes les sensibilités. Ce même beau monde-là. Avec Alidou Ouédraogo à la tête. Oh là là, il ne faut pas me parler de ce monsieur-là. Ce beau monde-là, comme tu l'as dit là, c'est les mêmes qui avaient dit à Blaise qu'ils pouvaient modifier l'article 37. Ibriga et Loada ont été 2 semaines avant l'insurrection aux journées parlementaires du CDP pour dire que c'était possible, mais qu'il fallait même coupler un référendum pour la modification de l'article et la présidentielle. Le référendum, c'est pour savoir si on va modifier ou pas, si donc Blaise pourrait être candidat ou pas. Mais tu organises dans le même scrutin couplé l'élection présidentielle. Alors Blaise, il se présente, il se prend, ou bien il attend. Ouais, c'est pour dire que c'est vraiment malhonnête. C'est des intellectuels malhonnêtes, opportunistes. Le Ibriga, ils ont crié ici, tout ça, on l'envoie à l'ACE. Il n'a pas fini avec ça, il ne nous a pas sorti les dossiers, il n'a rien fait. Et puis celui qui saute encore, c'est lui le rapporteur de cette commission. Quoi. Vous n'avez pas remarqué, c'est la même racaille là qui est en train de bouffer d'autres argent, comme ils avaient fait sous le CNT là. C'est les mêmes. Vous voyez, j'en parle. Il n'y a pas d'autre mot pour les qualifier. C'est de la racaille intellectuelle. Ils ne réfléchissent pas dans l'intérêt du pays, l'intérêt de leur peuple. Et si, quand tu es un intellectuel comme ça, tu ne sers à rien. Quand nous étions étudiants, on disait les intellectuels révolutionnaires, des carriéristes, tout au plus, que tu peux le dire. Ils veulent engranger de l'argent par tous les moyens. Ali Douva jusqu'à attraper son fils, mettre dedans. Vous avez entendu les protestations des internautes et puis des jeunes. Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas jouer avec la vie de notre pays et son avenir. Alors pour vous, vous n'attendez rien de sérieux de ce qui va sortir de... Quand on n'est rien, on n'a rien, on ne sert à rien. C'est le cas de ces gens-là. Il n'y a rien à attendre d'eux. Qu'est-ce que vous voulez attendre d'eux? La rupture, c'est eux qui partent voir Blaise encore. Et c'est quoi? Le changement? Comment ils peuvent changer? Vous attendez la justice? C'est se juger eux-mêmes. Vous voulez la vérité? C'est sortir, se dénoncer. Chacun dit du bout des doigts, je demande pardon, et puis il part. Qui t'a pardonné là? Qui t'a pardonné? Tu as expliqué, tu demandes pardon pourquoi? Tu n'as même pas dit. Ils ont tourné dans le pays, les Gilbert là. Avant même qu'il ait le coder, hein, ils demandaient pardon, non? Ils demandaient pardon de quoi? À qui? Vous voyez, vous n'avez pas le droit de bafouer les droits des autres citoyens, de vos autres concitoyens, en rentrant dans des jeux politiques où des individus veulent se blanchir et blanchir l'argent, les milliards qu'ils ont spoliés au peuple, alors qu'ils ont commis des crimes, et même des crimes de sang. Et souvent, vous les trouvez, ce sont les mêmes.
Les crimes de sang, les crimes économiques. Des fois, les crimes économiques ont des conséquences sur la vie des gens plus catastrophiques que les crimes où on a tué quelques personnes. Quand c'est tous des enfants, quand c'est des ceci, ceux-là qui sont touchés parce qu'on a volé l'argent qui devait permettre d'améliorer leurs conditions, c'est catastrophique, vous voyez. Et regardez le PDEB. On est encore là dans toutes des écoles sous paillotes et tout ce qui s'ensuit. Le PDEB aurait dû permettre de résoudre la question. Mais on a construit des écoles qui coûtaient 3 fois plus cher que les écoles normales que nous avons. Parce qu'on a fait tous les marchés ici à Ouagadougou, on a mis du béton pour pouvoir toucher des commissions et voler cet argent. À l'époque, à l'Assemblée, j'y étais à l'Assemblée, j'ai signalé ça à Roc. Je ne comprends pas. Au détour d'un rapport qu'on nous avait soumis sous le PNGT, je vois qu'il y a une école qui a été construite à 15 millions. Ils avaient même un reste et ils demandaient une rallonge pour faire des forages. À côté, à 10 km, il y a une école PDEB qui a coûté 45 millions. J'ai lu le rapport, j'ai dit à Roch, tu as vu ça? Il faut le signaler au gouvernement, sinon un matin, on va se révéler avec un scandale. Et quand les gens vont vous dire que vous avez volé l'argent, vous allez dire que c'est des aigris, c'est les opposants qui... Non, non, non. Les villageois, ils les voient là, les deux écoles. Quand on dit qu'il y a une école qui a coûté 45 alors que l'autre a coûté 15 millions à peine. D'accord. Alors, on vous dira tout ça, ça relève du discours politique, trop de critiques faciles, on vous diront certains. Mais la réalité, c'est que le pays a besoin de moyens de relancer son économie, d'assurer sa sécurité. Que doit faire alors Roch, le capitaine, aujourd'hui? C'est vous qui le reconnaissez comme une autorité. Nous sommes en désobéissance civile depuis le départ de Blaise. Et nous n'avons jamais fait des critiques sans proposer de solutions. Jamais. Vous prendrez tous nos écrits, tous nos propos, nous proposons toujours des solutions. Et des solutions pacifiques, conformes à la Constitution. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent continuer, là, c'est son problème. Il est bloqué. Vous dites qu'il faut C'est parce que c'est coincé, c'est bloqué, ils sont dans l'impasse. C'est ce que nous vous disons, nous vous avons démontré à notre rentrée politique. Nous ne pouvons pas les sortir de là. Ce n'est pas les propositions, ce n'est pas en les... tant que fils de pays, il faut les aider à débloquer la situation. Attendez, ce n'est pas les compétences qui manquent au niveau de l'appareil d'État, des forces de défense et de sécurité pour trouver les solutions à ces problèmes. Mais c'est politique, le commandement est politique. Et quand c'est mauvais, c'est mauvais. Et c'est mauvais à la base parce que politiquement, c'est mauvais, c'est mal parti, c'est illégitime, illégal. C'est des usurpateurs. Alors on fait quoi? On les balaie. Qui les balaie? Alors on dit où Roch il nous rend ce service-là, en partant, en démissionnant, en disant il dissolve son gouvernement, puis ils appellent le peuple. On va trouver nos solutions. On est en fin d'émission. Vous allez me dire ce que vous pensez de Simon Compaoré. Non, non, je n'aime pas me prononcer sur les individus. Vous allez dire que je les insulte. Simon Compaoré, ministre de la Sécurité. Mais vous savez ce que ça vaut. On en a parlé, le haut commandement militaire, là, Roch, ministre et chef suprême des armées, Bouddha, ministre de la Jean-Claude Bouddha, ministre de la Défense, Simon Compaoré, ministre de la Sécurité. Je vous ai dit que le haut commandement est mauvais. Ce ne sont pas les hommes qu'il faut. Et surtout dans la situation présente. D'accord. Salifou Diallo? J'ai dit, je ne vais pas me prononcer sur des individus. Parce que c'est là que vous dites, vous faites des sentiments, après vous dites, non, il insulte les gens, il insulte. Moi, j'ai dit que je m'en fiche de l'honneur ou de la machin. Si l'intérêt général, la sécurité du pays et du peuple sont en jeu, et l'avenir de mon pays est en jeu, je m'en fiche des individus, je les combats. Tous ces gens que tu es en train de citer là, ils ont éclos sous le fauteuil de Blaise, ils ont prospéré par la prédation de la République. C'est là que vous dites qu'ils ont les moyens là. Et puis vous les avez amenés là où ils sont. Et vous voulez me demander, moi je suis Marcel Lenné, c'est la lutte des classes, c'est la nouvelle bourgeoisie que je dois balayer pour permettre au peuple souverain de prendre ses affaires à main, son destin à main. Ne me demandez pas de trouver des gens bien dedans. Roch Christian Kaboré, pour terminer. Il est pareil que les autres. C'est lui le chef des autres, puisque c'est lui qu'ils ont mis devant. Il ne fait pas du sentimentalisme. D'accord. Ouais. Nous sommes en fin d'émission. Merci d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions de l'occasion que vous avez de nous expliquer un peu plus clairement avec nos concitoyens
Maintenant, ils en font ce qu'ils veulent. Nous sommes tous là, c'est notre pays à nous tous. Personne n'a là où partir. D'accord. Merci. Mesdames, Messieurs, je rappelle que nous étions avec Soumane Touré. Il est le secrétaire général du PITJ, le Parti de l'indépendance, du travail et de la justice. Ce parti qui a effectué le 30 mars dernier sa rentrée politique. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellent sur le programme sur la chaîne Au Cœur de nos défis. Bonsoir.